Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Cinécast, le podcast qui chaque semaine vous recommande des films à voir au cinéma, en streaming ou en VOD. Ici Thibaut, toujours en direct de la Mostra de Venise. Et aujourd'hui, je vais vous parler d'un des films, peut-être le film le plus attendu du festival, à savoir Joker, Folie à deux, le nouveau film de Todd Phillips, hein, qui fait donc suite évidemment au premier, qui avait été également présenté en compétition ici à Venise en 2019. D'ailleurs, petit rappel sur le premier et la façon dont il a été découvert ici. Je l'avais vu ici à l'époque. C'est pas un film que j'attendais énormément, mais parce que voilà, c'est pas un projet qui m'intéressait plus que ça. Mais la surprise fut énorme à ce moment-là, et c'est un film que j'ai adoré et qui était parmi mes préférés de l'année, sans hésitation. Alors, ici, cette suite, dans l'absolu, pareil, je l'attendais pas tant que ça parce que je suis toujours un peu gêné quand on fait des suites de films supposés être des stand-alone, qui devraient se suffire à eux-mêmes. Et puis, en plus, il y a le côté qui avait été annoncé, à savoir le côté musical, enfin comédie musicale qui allait être ajouté au film. Et si vous m'écoutez régulièrement, vous savez que les comédies musicales, c'est pas spécialement ma came de base, bien que ça ait tendance à changer ces dernières années. Enfin voilà pour le petit background rapide, avant de savoir dans quoi où on se situe avec ce Joker Folia 2, qui sortira dans les salles le 2 octobre prochain, donc vous n'aurez pas à attendre très très longtemps. Le film dure 2h18 et a au casting Joaquin Phoenix, évidemment, qui fait son retour dans le rôle titre, et Lady Gaga dans le rôle d'Harley Quinn. On retrouve aussi Zazie Beetz et Brendan Gleeson notamment. Mais de quoi parle Joker Folie à 2? Alors le synopsis est très très court. À quelques jours de son procès pour les crimes commis sous les traits du Joker, Arthur Fleck rencontre le grand amour et se retrouve entraîné dans une folie à deux. Oui, c'est assez concis. Mais enfin, on en parle un peu plus longuement après un extrait de la bande-annonce. Voilà pour l'extrait. Alors, par quoi vais-je commencer? Alors, l'histoire, je dois dire que alors j'avais rien vu du film, je n'avais pas regardé les bandes annonces. Si vous me suivez régulièrement, vous savez que je ne les regarde pas. Donc chaque fois que ça passait au ciné, je fermais les yeux et je bouchais mes oreilles, vraiment. Donc vraiment, je n'avais aucune idée de ce qu'allait donner le film. Et l'histoire est complètement dans la continuité du premier, en fait. Je m'attendais pas exactement à ça. C'est-à-dire que je vais pas vous spoiler évidemment tout ce qui se passe, mais on va dire que ici le film raconte autre chose sur Joker et Harley Quinn que ce que je m'attendais qu'on ait. C'est-à-dire qu'en fait, bon alors, si vous avez vu la bande-annonce, etc., peut-être que ça semble plus évident, mais en n'ayant rien vu, vraiment, je pensais pas qu'on allait avoir en fait la rencontre d'Harley Quinn et Joker à Arkham, tel que c'est présenté comme ici. Je ne m'attendais pas à ce qu'on ait plutôt un film de procès, en fait, même si j'exagère un peu en disant qu'on a vraiment un film de procès. Il y a d'autres choses. Mais donc, on est dans la continuité. Il a commis ses crimes. Euh, il est emprisonné à Arkham. On le retrouve dans la même position qu'avant. Et donc, le film se déroule vraiment pas très très longtemps après le premier. Ce qui est très intéressant ici, c'est justement la façon dont la rencontre va avoir lieu entre Arthur et Harley. J'aime beaucoup ce que Todd Phillips en fait d'un point de vue visuel, d'un point de vue thématique, et évidemment tout ce qui va développer autour. Parce que, évidemment, ce qui fait que Joker a autant de fans, c'est évidemment sa personnalité du Joker. C'est évidemment ça qui attire aussi Harley Quinn. C'est comme ça qu'elle est devenue
enfin, c'est la personnalité du Joker qui fait qu'elle est devenue fan de la personne d'Arthur, en fait. Enfin, sauf qu'elle n'est pas fan d'Arthur, elle est fan du Joker. La nuance est importante parce que voilà, le film creuse vraiment cette question de l'identité et plutôt aussi celle de la personnalité et du culte de la personnalité. Comme un peu, c'est souvent abordé aussi dans les films ou les séries plutôt de serial killers, où on a tous des gens qui envoient des lettres aux criminels, qui ont fait des choses toutes plus horribles les uns que les autres. Et ici, c'est un peu la même chose. C'est cette personnalité machiavélique, méchante, qui attire les gens et pas le reste de la personnalité, en fait. Et cette question est creusée ici par Todd Phillips avec ces deux personnages. Et je trouve que comment il le fait et comment il développe cette histoire-là, c'est vraiment très intéressant. Et vraiment, ça c'est un des aspects qui m'a beaucoup plu. Parce que les réponses peuvent sembler évidentes, surtout quand on connaît en plus Joker et Harley Quinn, que ce soit via les films, les comics, etc. Donc voilà, je trouve qu'il a réussi à faire quelque chose d'un peu différent à ce niveau-là, et c'est plutôt pas mal. On a donc aussi toute la question de l'identité, parce que au-delà de celle du culte de la personnalité, on a aussi les questionnements internes d'Arthur, parce que d'un côté, il y a Harley et d'autres qui le convainquent, tu es le Joker, tu es le Joker. Évidemment, du côté de son avocate, des médecins, etc., bah non, tu es Arthur Fleck, n'oublie pas qui tu es de base, malgré tous tes traumas, etc., il y a quand même une personne humaine en toi, qui a aussi un certain bon fond, donc faut pas oublier ça. Et à nouveau, je trouve que cette question est vraiment bien traitée et très intéressante, et elle va ça rejoint complètement ce que je disais, la thématique précédente, à savoir celle de la célébrité, du culte de la personnalité. Les deux vont rentrer en collision, et le résultat va être est vachement bien à mon goût. Malgré tout ça, c'est un film qui recèle de peu de surprises, en fait. On a eu le premier film qui était vraiment une bonne et une grande surprise pour la plupart des gens, je pense, en tout cas pour beaucoup de monde. Ici, on n'a plus ça. Donc, on a un peu moins de fraîcheur, on a un peu moins... Enfin, on est retourné quand même dans certains rails, bien que le film propose quand même une certaine nouveauté avec le côté comédie musicale, j'y reviendrai. Mais globalement, on est quand même dans quelque chose d'un peu plus convenu et plus attendu, même parce que même certaines des thématiques dont j'ai parlé là, on les a déjà vues beaucoup en série, avec les serial killers notamment, mais ailleurs aussi, au cinéma également. Donc, on est dans quelque chose, on est un peu plus dans les rails quelque part. Maintenant, ceci étant dit, il y a, je le disais, le côté comédie musicale en plus. Alors, ça me faisait un peu peur au départ, mais ce que je veux dire est paradoxal, surtout me connaissant, sachant que je suis pas très comédie musicale, mais s'il y a évidemment des passages qui sont dans des moments, enfin souvent dans les comédies musicales, les gens sont dans un bar, dans la rue, puis ils commencent à danser, etc. Et ici, c'est un peu comme ça, mais pas complètement. C'est-à-dire que, en général, les morceaux et les chorégraphies vont commencer dans l'espace, dans l'environnement dans lequel les personnages se trouvent, et puis on va assez vite basculer dans quelque chose de plus onirique, donc comme si les personnages étaient transposés ailleurs, que ce soit un studio de télé, des pièces lumineuses, très colorées. Il y a plein de cas possibles et imaginables. Et ça, c'est souvent comme ça. Il y a aussi beaucoup de ça dans les comédies musicales, mais en général, c'est limité à un ou deux moments. Et ici, c'est la plupart des cas où c'est comme ça. Donc ça commence un petit peu dans les environnements dans lesquels les personnages se trouvent, et puis tout d'un coup, on bascule. Et bizarrement, j'aurais aimé que ce soit un peu plus l'inverse, qu'on ait un peu plus, pour faire vraiment quelque chose d'encore plus fou, aller à fond vraiment dans le côté comédie musicale, avec vraiment des chorégraphies dans la cour, dans la prison, dans plein de trucs. Ce qu'il y a un peu, mais voilà, il retourne un peu la chose en allant à fond dans l'onirique,
qui est un des codes évidemment de la comédie musicale, bien entendu, mais qui offre aussi une autre vision de la, comment dire, de l'état d'esprit des personnages. C'est pas gênant, mais voilà, moi ça m'a surpris et j'avais envie, à la limite, quitte à faire de la comédie musicale, pardon, y aller à fond et vraiment jouer avec les environnements présents. Euh, D'ailleurs, qui dit comédie musicale dit couleur, parce que le premier Joker n'était pas un film très très coloré. Ici, on en a un peu plus, même s'il y a toujours évidemment beaucoup de tons ternes, mais il y a un peu plus de couleurs, il y a un peu plus de contraste, et ça fonctionne bien, ça fonctionne vraiment bien, surtout qu'en plus on a de très belles musiques, avec toujours Hildur Guðnadóttir à la composition, donc cette compositrice islandaise qui avait déjà fait une très belle BO pour le premier Joker, qui a fait aussi celle de Sicario 2 notamment, hein, parce elle était une disciple entre guillemets de Johan Johansson, compositeur islandais qui est décédé il y a plusieurs années. Donc voilà, elle fait toujours une magnifique musique, et mais aussi quelques morceaux un peu connus. D'ailleurs, il y a une reprise d'une cover, enfin, il chante une reprise de Ne me quitte pas de Jacques Brel, qui est donc une version, alors je ne sais pas si c'est Sinatra, Polanca ou autre, donc euh, j'allais dire My Way, mais non. Bref, enfin, Ne me quitte pas en version anglaise, parce que ça a été repris un paquet de fois. Mais donc voilà, il y a une reprise par le personnage de Joker qui est assez sympa, qui m'a un peu surpris. Donc voilà, j'ai trouvé ça vraiment très très bien comme reprise, et ça s'inscrit très bien avec le reste de la musique, parce qu'il n'y a pas il n'y a pas tant de morceaux connus que ça, hein, je pense. C'est beaucoup de la musique originale. Et vraiment, Hildur Guðnadóttir, elle a fait ça vraiment très très bien. Et enfin, dernier point que je voulais aborder et que j'aime bien avec l'histoire, c'est euh, un peu les transgressions que Todd Phillips fait avec les personnages. C'est-à-dire que dans l'univers des comics, des films, etc., tant chez DC que chez Marvel, les personnages, ils ont 10 000 arcs narratifs, il y a le multivers en permanence, ils vivent, ils meurent, ils font ceci, ils font cela, avec plein de contradictions possibles et imaginables. Et à un moment, voilà, j'aime bien quand des artistes, que ce soit dans la BD, dans le cinéma et autres, jouent un peu et font usage de transgression envers ces personnages. Euh, Vous verrez bien ce que je veux dire quand vous verrez le film. Ça peut être des transgressions à plein de niveaux différents, donc n'allez pas vous imaginer un truc en particulier. Euh, mais voilà, je trouve ça vraiment pas mal. À nouveau dans cette volonté d'amener le personnage, enfin les personnages, dans quelque chose d'un peu différent, et de pas d'essayer de sortir un peu du cadre. Donc c'est assez paradoxal aussi. J'ai dit que le film était plus convenu parce que oui, il l'est un peu plus, que ce soit dans ses thématiques et même dans son traitement, hein, même si la mise en scène de Todd Phillips est vraiment belle. Il y a des plans vraiment magnifiques. Vraiment, c'est pas un grand cinéaste, hein, qu'on se le dise, mais il fait tout à fait le travail et il a de bonnes idées de mise en scène malgré tout. Donc voilà, un peu convenu, mais ils essayent aussi un peu, je le disais, de sortir des rails de temps en temps, avec quelques idées par-ci par-là, tant au niveau du traitement des personnages que de la formalité de l'œuvre, hein, donc à savoir avec le côté comédie musicale notamment. Donc je trouve ça pas mal. Alors, j'attendais pas grand-chose du film, je le disais, parce que pour moi, il n'y avait pas besoin de faire une suite au premier. Donc, je n'avais pas d'attente, je n'ai pas été déçu, mais j'ai pas été surpris non plus. Donc, pour moi, le film, et c'était assez attendu quelque part, n'atteint pas le niveau du premier. Cela dit, je l'ai dit, je n'ai pas été déçu pour autant. J'ai passé un bon moment. Je trouve que c'est un bon film, c'est une bonne suite. Et ça vaut quand même un bon 3 étoiles. Voilà. Mais pour moi, le premier était clairement au-dessus. Euh, mais voilà, je suis pas surpris de ne pas avoir autant aimé ce deuxième volet, qui reste quand même de très très bonne facture. Donc on n'a pas du tout un mauvais film. Je pense que je le reverrai avec plaisir. J'ai pas revu le premier Joker, tiens, maintenant que j'y pense, avant le festival, mais voilà, je pense que certainement il y a un moment où j'enchaînerai les deux, euh, histoire de vraiment voir les films dans leur entièreté, et de voir le suivi
la meilleure façon possible. Voilà. Donc 3 étoiles pour ce Joker Folia 2 qui sort dans les salles le 2 octobre prochain en France. Je pense que ça doit être la même chose en Belgique. Sur ce, un grand merci pour vos nombreuses écoutes et commentaires suite à mes critiques en direct de la Mostra de Venise. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux avec le handle @cinecastbe et à nous écouter sur les plateformes de podcast de votre choix. Je vous dis à très très bientôt parce qu'il y aura encore quelques films dont on va parler d'ici la fin. À bientôt, ciao ciao.